Bonjour, je m'appelle Sandra Laliberté, je suis conseillère en soins infirmiers à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue pour votre stage en soins infirmiers. Ça me fait plaisir de vous accueillir avant votre stage et de vous donner les consignes nécessaires pour votre passage dans notre établissement. L'IUCPQ accueille des stagiaires des niveaux professionnels, collégial et universitaire en soins infirmiers. Donc, commençons. Des coordonnées importantes pour votre stage, s'il vous plaît, notez le numéro de l'hôpital si jamais vous avez à vous absenter pendant votre stage de manière à pouvoir aviser. Sinon, pour tout problème concernant le déroulement de votre stage, si vous avez des questions cliniques, des questions en lien avec votre superviseur, des problèmes au niveau de votre horaire, n'hésitez pas à me rejoindre en tout temps la semaine au poste 3219. En mon absence, laissez un message. Je retourne mes appels généralement dans les 24 heures. Si vous avez un autre problème au niveau des casiers, des vestiaires, des locaux, vous pouvez toujours rejoindre la direction de l'enseignement au poste 3844. L'objectif de la présentation, c'est de connaître, dans le fond, le milieu dans lequel vous allez faire votre stage, d'être informé des politiques, procédures, règlements en lien avec les stages, d'être informé aussi des pratiques préconisées à l'IUCPQ et de connaître les renseignements généraux qui sont en lien avec les stages. La mission et les valeurs. L'Institut, on est un centre tertiaire, 3 grands axes dont la cardiologie, la pneumologie et les maladies reliées à l'obésité morbide. Comme on est un centre tertiaire, on dessert le centre et l'est de la province de Québec. On est un centre affilié à l'Université Laval, donc on a une mission de soins, une mission d'enseignement et une mission de recherche. Les valeurs qui nous portent, qui sont au cœur des soins, c'est le respect, la reconnaissance, la responsabilisation, la collaboration et le partenariat. Donc, pour toute information supplémentaire, vous pouvez consulter le plan stratégique sur l'intranet ou le site Internet de l'IUCPQ. On s'est également doté d'un code de conduite depuis 2016 là, qui reflète les comportements là, qui doivent être mis en place et qui sont en lien avec les valeurs. Puis évidemment, là, le code d'éthique à l'égard des soins offerts aux usagers. Politique, directive, règlement en lien avec l'enseignement. En fait, tout d'abord, je veux vous mentionner qu'en stage, vous devez vous conformer là, aux règlements qui sont en place dans l'établissement de santé. Soit dit en passant, ça ne va pas à l'encontre jamais des règlements qui sont déjà en place dans vos établissements d'enseignement. Donc, vous suivez la conduite qui est la plus sévère entre les deux. Pour ce qui a trait à la tenue vestimentaire, tous les stagiaires et les employés là, sont invités à se conformer à la politique de tenue vestimentaire de l'établissement. Donc, pour la plupart des stages dans les unités de soins, le port de l'uniforme est requis. Donc, on souhaite un uniforme là, de couleur pâle qui est évidemment propre. Les manches doivent être courtes. N'oubliez pas que le port de la carte d'identité avec photo est obligatoire pour tous les employés et les stagiaires dans l'établissement. Si vous avez les cheveux longs, il faut que les cheveux soient attachés. Les garçons, si vous avez une barbe, vous la gardez courte, bien taillée. Les chaussures doivent être fermées. Sinon, vous allez peut-être, en soins critiques, devoir porter les uniformes qui sont la propriété de l'hôpital, les uniformes verts ou les uniformes bleus partagés. Sachez que c'est la propriété de l'hôpital. Vous devez en aucun temps quitter l'hôpital avec ces uniformes-là. Pour les stages qui sont en civil, c'est la tenue en civil propre, pas de décolleté plongeant, pas de mini-jupe, pas de jeans. Le port du sarrau est recommandé. Pour tous les stagiaires, le vernis à ongles, les prothèses, les faux ongles, les bagues, c'est interdit, puis ça en lien avec la prévention et le contrôle des infections. Il faut éviter aussi de porter tout maquillage qui contient des particules qui pourraient se détacher du visage.
Pour l'utilisation des téléphones cellulaires, dans le fond, vous devez suivre les consignes qui vous sont données dans vos établissements d'enseignement. Soit dit en passant, le cellulaire peut être gardé sur vous en mode vibration ou en mode avion pour certains secteurs. Les endroits où il doit absolument être fermé sont les suivants: le bloc opératoire, l'hémodynamie et l'électrophysiologie, les unités de soins intensifs, l'unité coronarienne, l'urgence et les salles d'examen en radiologie. Je vous rappelle aussi que la prise de photos avec les cellulaires et les enregistrements vidéo sont strictement interdits. L'utilisation des médias sociaux est à proscrire pendant vos heures de stage, c'est évident. À la maison, vous faites ce que vous voulez. Toutefois, je tiens à vous informer que vous êtes responsable des publications que vous faites sur les médias sociaux et en aucun temps, vous devez divulguer des événements qui se sont produits pendant votre stage. C'est un bris de secret professionnel. Pour l'accès au réseau sans fil, vous allez recevoir des codes d'accès la première journée de votre stage et le code d'accès qui vous permet d'ouvrir une session Windows peut vous permettre de vous connecter au réseau sans fil. Vous trouverez les procédures pour chaque appareil mobile sur la page Internet de l'IUCPQ dans la section Enseignement. En ce qui concerne la gestion des dossiers, le règlement s'appelle le règlement 45 sur la gestion des dossiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant votre stage, vous allez avoir accès à plusieurs dossiers d'usagers. Je vous demande de consulter les dossiers, seulement les dossiers pour lesquels vous avez des soins à faire. Donc, on ne va pas voir les dossiers des autres patients si ce n'est pas nécessaire, si ce n'est pas dans le cadre de votre stage, dans le cadre des apprentissages. C'est les mêmes règles que dans plusieurs hôpitaux, c'est-à-dire on écrit dans le dossier au stylo bleu ou noir, on n'écrit jamais au crayon de plomb, on n'utilise jamais de liquide correcteur dans les dossiers. Ce qu'il y a de particulier peut-être au niveau des abréviations, il y a un tableau dans le règlement qui est en annexe qui contient toutes les abréviations qui sont dangereuses et à proscrire, qui peuvent entraîner des erreurs graves au niveau de la médication. Donc, je vous invite à y porter une attention particulière. Les codes d'accès aux applications cliniques. Lors de votre première journée de stage, vous allez devoir remettre les formulaires que vous avez remplis avant. Donc, formulaire obligatoire, on comprend que c'est les coordonnées, l'engagement à la confidentialité, les antécédents judiciaires. Suite à ça, on va vous remettre vos codes d'accès pour les applications cliniques. Ces codes d'accès-là vous donnent l'accès au chariot, au cabinet, à CrystalNet, au GDF, aux différentes applications cliniques. Vous utilisez les vôtres uniquement. En aucun cas, je veux que vous utilisiez ceux de votre professeur ou ceux de votre superviseur. Ces codes d'accès-là, en se connectant, ça donne une traçabilité sur qui va où, puis c'est pas là pour rien. Donc, une attention particulière à ça. Les pratiques préconisées à l'IUCPQ. Donc, ça va être plus des thèmes cliniques pour les prochaines diapositives. En ce qui concerne l'identification de l'usager, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a 3 moments où on doit identifier l'usager. C'est avant d'y installer son bracelet, la première fois, avant toute procédure, donc avant l'administration de médicaments, avant une méthode de soins et avant de déposer n'importe quel formulaire à son dossier. Les identifiants qui nous servent à identifier l'usager sont les suivants: le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de dossier, la carte d'identité avec photo, le nom et le prénom de la mère de l'usager. Donc, on n'identifie pas l'usager avec son numéro de chambre, par exemple. Je vous présente un court vidéo qui vous montre un peu comment on fait l'identification de l'usager à l'IUCPQ. L'identification de l'usager est une étape cruciale dans les processus cliniques et administratifs. 2 identificateurs permettent d'identifier l'usager sans risque. Le nom et prénom de l'usager, la date de naissance, le numéro de dossier, la carte d'identité avec photo, le nom et prénom de la mère de l'usager. Demandez à l'usager de décliner son nom et prénom ainsi que la date de naissance. Si l'usager est incapable de se nommer, lire les 2 identificateurs inscrits sur le bracelet ou demander à un proche. Vérifiez la concordance des 2 identificateurs avec ceux inscrits sur le formulaire.
3 moments d'application ont été identifiés afin d'assurer une prestation sécuritaire des soins et des services au sein de l'établissement. Avant l'installation du bracelet à l'usager, il est important de vérifier la concordance des 2 identificateurs nommés par l'usager ou un proche avec l'information inscrite sur le bracelet. Avant d'effectuer une procédure, vérifiez la concordance des informations à l'aide d'un document au dossier. Par exemple, lors de la distribution des repas ou lors d'une consultation. En clinique ambulatoire, il est possible de vérifier les 2 identificateurs de l'usager en lui demandant de décliner sa date de naissance et le nom de sa mère. Avant de déposer un formulaire au dossier, vérifiez la concordance entre le formulaire et le dossier. Par exemple, lors de la saisie de l'identité de l'usager dans un système d'information, il est important de vérifier la concordance des 2 identificateurs inscrits au document ou sur la carte d'hôpital. Cette procédure, aussi simple soit-elle, permet de s'assurer d'un processus sécuritaire. Elle évite ainsi des incidents qui pourraient causer des préjudices graves à l'usager. Tout comme l'hygiène des mains, il est important d'effectuer l'identification de l'usager au bon moment. Au niveau de la prévention des chutes, les usagers de plus de 65 ans et les usagers avec un profil gériatrique sont évalués à différents moments du parcours de soins à l'aide de l'échelle de Morse. Les usagers qui obtiennent un score plus grand que 46 selon cette échelle sont identifiés à l'aide d'un bracelet de couleur jaune. Pour tous les usagers, nous mettons en place des interventions universelles qui ont pour but de diminuer le risque de chute. Par exemple, laisser la cloche d'appel à la portée de l'usager, laisser les effets personnels proches, placer des objets d'aide à la marche accessibles, demander à l'usager d'avoir des pantoufles antidérapantes, etc. L'approche adaptée à la personne âgée. Dans l'intranet, dans la section soins infirmiers, là, clinique, il y a toute une page qui concerne l'approche adaptée à la personne âgée. Je vous invite à aller le visiter. Il y a plein de vidéos là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'approche adaptée à la personne âgée, c'est des recommandations ministérielles sur la prise en charge de la personne âgée. En 2016-2017, il y a 60 des usagers hospitalisés à l'IUCPQ qui avaient plus de 65 ans. C'est une augmentation de 6 par rapport aux chiffres de 2011-2012. Donc, on voit que la population est vieillissante. Puis, dans le fond, le but, c'est de faire une foule d'interventions qui visent à améliorer la condition des personnes âgées. Donc, vous allez trouver sur les unités de soins des tableaux avec l'acronyme AINE, qui sont des interventions en lien avec l'autonomie, l'intégrité de la peau, la nutrition, l'hydratation, l'élimination, l'état cognitif et le sommeil. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à aller vous informer sur l'intranet de l'IUCPQ. À l'IUCPQ, les usagers qui présentent de la dysphagie sont identifiés à l'aide d'un bracelet mauve. Cette pratique est utilisée dans le but d'éviter qu'on administre par erreur des liquides ou des aliments à un usager qui présente de la dysphagie. D'autres mesures sont également mises en place pour ces usagers, notamment l'installation d'une affiche à la tête de lit, l'installation d'un kit à succion fonctionnelle au chevet en cas d'aspiration et l'ajout d'un filigrane particulier sur le feuillet des plateaux. La double vérification indépendante. La double vérification indépendante, c'est une procédure qui consiste à obliger 2 professionnels autorisés à effectuer de manière indépendante une vérification sur la préparation et l'administration des médicaments qui sont reconnus pour être à risque élevé d'erreur. Donc, soit des médicaments qui sont à risque élevé d'erreur qui peuvent entraîner des conséquences graves. Donc, il y a une méthode de soins qui a été mise en place ici dans l'établissement. On peut la retrouver sur le portail des soins infirmiers dans les méthodes de soins. Elle est personnalisée à l'IUCPQ. Les médicaments qui sont visés par cette méthode de soins-là sont toutes les insulines sous-cutanées intraveineuses, les héparines à faible poids moléculaire, l'héparine intraveineuse, les opioïdes à haute concentration, la médication péridurale, les solutions péritonéales, les antinéoplasiques. En fait, ils sont tous listés. Ce qu'il faut savoir, c'est que
pour la double vérification indépendante de ces médicaments-là en particulier, vous devez la faire, c'est évident. Par contre, ça requiert 2 initiales. Puis vous ne pouvez pas l'initialiser. Donc, ces médicaments-là, lors de votre stage, doivent être double vérifiés de façon indépendante par 2 infirmières. Donc, par votre enseignant, une autre infirmière, votre superviseur, une autre infirmière. Il faut que vous sachiez aussi que pour toute médication dans le cadre de votre stage, vous devez effectuer la double vérification indépendante avec soit votre superviseur ou l'enseignant ou l'infirmière responsable de l'usager. Donc, voici une courte vidéo sur la double vérification indépendante. Geneviève, tu voudrais-tu vérifier mon insuline, s'il te plaît? Oui. Quelle dose tu donnes? Humalogue, 12 unités. C'est bon. Merci. Geneviève, voudrais-tu venir vérifier mon insuline, s'il te plaît? Tu vois, ma glycémie est à 6,8. Je donne 12 unités d'humalogue. C'est beau. Merci. Geneviève, pourrais-tu venir vérifier mon insuline, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, M. Paquette, numéro de dossier, c'est bon. Alors, 6,8 ce matin, le médecin t'a prescrit 12 unités. Tu n'as pas d'échelle standardisée. La date. Alors, c'est bien l'humologue. 12 unités. C'est parfait. Merci. Les autres particularités en lien avec les stages en soins infirmiers. Au niveau du PTI, vous ne pouvez pas inscrire de directive ou de constat infirmier au PTI en tant que stagiaire. Vous ne pouvez pas non plus prendre d'ordonnance téléphonique, ça revient à l'infirmière responsable de l'usager ou à votre superviseur ou à votre enseignante. En ce qui concerne les ordonnances collectives, ça revient à l'infirmière qui est responsable de l'usager d'initier les ordonnances collectives. Une fois qu'elle est en place, vous pouvez l'appliquer, mais vous ne pouvez pas l'initier en la prescrivant au dossier de l'usager. Pour la note infirmière ou n'importe quelle inscription au dossier, vous devez signer évidemment votre nom, suivi de votre titre, donc étudiante infirmière auxiliaire, ainsi de suite. Un groupe de travail régional composé des membres des établissements de santé et des établissements d'enseignement de la région de la Capitale-Nationale ainsi que de Chaudière-Appalaches ont mis en place des normes de pratique concernant les stages en soins infirmiers. À l'heure actuelle, il y a déjà 2 normes qui ont été rédigées. La première servant à encadrer la signature du stagiaire, la note d'évolution, la transmission d'informations ainsi que les outils de planification, alors que la deuxième encadre la gestion des ordonnances, qu'elles soient verbales, téléphoniques, collectives ou individuelles. Les éléments qui en découlent seront donc les mêmes partout dans l'ensemble de ces 2 régions. Et ici, à l'Institut, nous avons préconisé de rédiger ces normes sous forme de règles de soins infirmiers. Sachez qu'au niveau de la signature, vous devez toujours signer votre nom de façon lisible et ajouter la mention « étudiant INF. ». La note du stagiaire a une valeur légale et donc vous en avez la responsabilité. Elle devra correspondre qu'à vos propres actes, interventions et évaluations. L'infirmière devra documenter elle-même ses propres informations. Au niveau de la transmission de l'information, comme stagiaire, vous avez la responsabilité de faire un rapport détaillé à l'infirmière responsable de l'usager lorsque vous quittez en pause, lors de vos repas, ainsi qu'à la fin de votre quart de stage. Pour les outils de planification, les stagiaires ne peuvent rédiger dans le PTI, mais vous devrez ajuster et modifier le PSTI des mises à jour ponctuelles. Toutefois, prendre note que vous devrez le réaliser avec la supervision de votre enseignante ou votre superviseur. Au niveau de la gestion des ordonnances, sachez qu'en tant que stagiaire, vous ne pouvez prendre aucune ordonnance verbale ni téléphonique. Cette responsabilité revient à l'infirmière responsable de l'usager. Les ordonnances collectives ne peuvent être initiées par un stagiaire ou par son enseignante, c'est-à-dire de faire la prescription au dossier de l'usager. Toutefois, vous pourrez appliquer l'ordonnance collective une fois que celle-ci aura été initiée sur la feuille d'ordonnance par l'infirmière responsable. En ce qui a trait au traitement des ordonnances collectives, cette responsabilité varie selon votre niveau de scolarité et selon les consignes que vous aurez reçues de votre milieu d'enseignement. La gestion des risques cliniques, c'est une obligation légale depuis décembre 2002.
Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout constat d'accident, erreur de médicaments, n'importe quoi, ça peut être la chute d'un usager, n'importe quoi, vous devez en tout temps rapporter un événement indésirable qui s'est produit, dans le fond, et remplir un formulaire AH223. En tant que stagiaire, c'est important d'être au courant de ça. Si jamais ça vous arrive, on ne cherche pas ici à qui c'est la faute. Hein? On veut juste mettre en place des mesures pour éviter que se reproduisent des événements indésirables. Donc, le formulaire, si vous avez à le remplir, faites pas ça tout seul, demandez à votre superviseur. Il faut toujours aviser de toute façon s'il arrive quelque chose. Maintenant, ça va être la partie sur la prévention et le contrôle des infections. Donc, j'invite mon collègue, M. Olivier Bouffard-Chabot, à faire une courte présentation sur les mesures en place dans l'établissement concernant la PCI. Alors, merci Sandra. Effectivement, je m'appelle Olivier Bouffard-Chabot. Je suis conseiller ici en prévention et contrôle des infections. C'est moi qui vais vous présenter la prochaine section sur la prévention et le contrôle des infections. Tout d'abord, l'objectif principal qu'on recherche en PCI, c'est de réduire la transmission des infections nosocomiales, hein, les infections qui peuvent s'attraper dans un milieu de soins. Puis les moyens qu'on va utiliser pour ce faire, puisque je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être les pratiques de base et les précautions additionnelles. Tout d'abord, pour ce qui est des pratiques de base, il y en a 6 qui sont répertoriées. On parle de l'hygiène des mains, le port d'équipements de protection personnelle, la protection de l'environnement, l'hygiène et l'étiquette respiratoire, les pratiques de travail sécuritaire et la gestion des visiteurs. Pour ce qui est de la présentation, aujourd'hui, on va plus s'attarder sur l'hygiène des mains, sur la protection de l'environnement et sur l'hygiène et l'étiquette respiratoire. Ce qu'il faut savoir sur les pratiques de base, hein, le principe général, c'est que tous les usagers doivent être considérés comme étant potentiellement infectieux. Fait que les pratiques de base doivent donc s'appliquer pour tous les usagers, par tous les travailleurs de la santé, et ce, en tout temps. Les pratiques de base, c'est considéré comme le minimum. On ne peut pas aller en deçà. On va commencer maintenant avec un petit vidéo qui va pouvoir là, bien démontrer ce qu'on veut dire par les pratiques de base. Ce qui est important de voir avec cette vidéo-là, en fait, ce qu'il faut en retenir, c'est que les bactéries et toutes les infections, en fait, qui peuvent se transmettre le font principalement par les mains puis par les objets qu'on utilise auprès des usagers. C'est pour ça que je vais revenir sur l'hygiène des mains et que je vais revenir aussi sur la désinfection des équipements, beaucoup de ce côté-là. Okay? C'était très visuel, puis je vais le reprendre comme exemple plus tard dans la présentation. Les 4 moments d'hygiène des mains, en dehors d'avant de manger puis en sortant de la salle de bain, ceux qui ont été déterminés par l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir protéger nos usagers, sont avant de toucher le patient ou son environnement. En fait, vraiment, c'est aussi simple que ça. Avant de faire une intervention aseptique, changement de pansement, prise de sang, installation de sonde urinaire. Vous voyez un peu ce que je veux m'en aller. On va parler après un risque de contact avec un liquide biologique. C'est certain là, que si, puis le mot important en fait, c'est le mot risque. Si on pense qu'il y a peut-être eu un contact avec un biologique, ça veut dire que c'est une indication de se laver les mains. Puis finalement, le dernier moment, qui est complètement le contraire du premier, on va parler après un contact avec le patient ou son environnement.
L'hygiène des mains, en fait, est considérée comme étant une des façons les plus importantes de réduire la transmission d'infections nosocomiales. Certaines études vont même jusqu'à 50% des infections nosocomiales pourraient être réduites en mettant une hygiène des mains, on va dire, adéquate ou parfaite. Ce qui est important, par contre, de prendre en compte, tantôt je parlais souvent, bon, on parle moment 1, moment 4, on parle de patients et environnement, puis leur raison est très importante à cause du concept de zone patient que je vais vous expliquer. L'usager va contaminer son environnement avec sa flore bactérienne et se contaminer avec la flore bactérienne de son environnement. Ce qui fait que si on passe d'un usager à l'autre, même sans toucher à la personne en tant que telle, mais si on prend un exemple, vous êtes dans le lit rouge qu'on voit ici, j'ai perdu la souris, lit rouge ici, vous servez un verre d'eau à l'usager, puis avant de sortir, vous déplacez la tête de chevet du patient dans les jambes, bien, vous avez fait un transfert de bactéries d'un endroit à l'autre. Si on se rappelle de vidéo tantôt, si la personne est couverte de peinture, couverte de ces bactéries, tous les endroits qu'elle va toucher, en fait, elle va mettre de la peinture à ces endroits-là. Puis ce qu'on veut éviter de faire, c'est de faire des mélanges. Si on suit les 4 moments que je vous ai présentés tantôt, donc avant de toucher le patient dans son environnement, avant de faire une intervention aseptique, après un risque de contact avec un liquide biologique ou après avoir touché le patient dans son environnement, bien, il n'y aura pas de mélange de peinture, il n'y aura pas de transmission. Parce que l'usager, oui, il va contaminer son environnement, il va se contaminer aussi avec les bactéries. Fait que si vous amenez, vous avez un bris, vous avez des chances de créer une infection nosocomiale. Même chose pour la désinfection de l'équipement, je l'ai dit tantôt. Si la personne contamine son environnement, mais elle va aussi contaminer l'équipement de soins que vous allez avoir avec elle. C'est sûr qu'un stéthoscope est souvent le meilleur exemple. On peut parler au glucomètre, on peut parler des chaises balances, des pompes, des chaises d'aisance, tout ce qui peut rentrer dans une zone patient qu'on peut utiliser ensuite pour un autre. La désinfection doit être réalisée entre chaque usager, en tout temps. Pas simplement quand il y a des mesures d'isolement en place, ça doit être fait tout le temps comme l'hygiène des mains. Je l'ai dit tantôt, on doit considérer tous les usagers comme étant potentiellement infectieux. Puis ce qui est important, la désinfection de vos équipements, vous en êtes responsable. Vous utilisez un équipement, vous êtes responsable de sa désinfection. Il y a 3 types de désinfection possibles qu'on peut utiliser dans l'environnement de soins pour 3 situations différentes. On va parler de la désinfection de type ponctuel, ce que je vais dire du in and out. Fait que si j'utilise un stéthoscope avec mon usager, je rentre dans son environnement patient, j'utilise le stéthoscope et je ressors avec celui-ci, on va parler que c'est du in and out. Hein? Je l'ai utilisé, il n'est pas resté dans l'environnement, il est ressorti avec moi. À ce moment-là, on va demander de faire une désinfection en une étape avec des lingettes de peroxyde d'hydrogène qui sont disponibles au niveau des corridors dans des contenants assez facilement identifiables. Si par contre, j'avais laissé le stéthoscope en place, que j'étais ressorti, je devais le rechercher plus tard, à ce moment-là, le stéthoscope a séjourné dans l'environnement du patient. Je dois donc faire une désinfection de type terminal. Pour ce faire, on va aller en une étape avec des lingettes qui ont trempé dans une solution chlorée, généralement des débarbouillettes imbibées de chlore. Finalement, dans certains cas, où on a en place des précautions additionnelles qui vont demander un protocole de désinfection rehaussé, il va falloir faire une désinfection en 3 étapes. Faire une première désinfection, en fait un premier nettoyage avec les débarbouillettes imbibées de solution chlorée, faire un rinçage avec de l'eau et finalement faire une désinfection encore là avec les débarbouillettes imbibées d'une solution chlorée. C'est beaucoup plus long. Et à ce moment-là, vous remarquerez qu'il n'y a ni de in and out ni de terminal. Dans tous les cas, les objets qui rentrent dans les champs avec précautions additionnelles qui demandent ce type de protocole de désinfection-là, ça doit être fait en 3 étapes. Une façon facile de s'en souvenir, je vous ai fait un petit algorithme. Première question qu'on doit se demander, est-ce que c'est un protocole de désinfection rehaussé? Si la réponse est oui, 3 étapes au clair. Aussi simple que ça. Si la réponse est non, on se demande, est-ce que ça a été du in and out? Est-ce que je suis rentré et ressorti avec l'objet? Si la réponse est oui, une étape avec du peroxyde d'hydrogène. Si la réponse est non, une étape avec du chlore. Je vais maintenant parler de l'hygiène et l'étiquette respiratoire. En fait, c'est un gros titre pour parler de quelque chose que tout le monde sait. En fait, maintenant, c'est présenté dans les garderies et dans les écoles aux enfants. C'est un regroupement de mesures qui est destiné à réduire le risque de transmission des pathogènes respiratoires. Hein, on veut prévenir la transmission des sécrétions. Si on pourrait parler entre autres de l'influenza dans ce cas-là. Ce qu'on demande de faire, porter un masque quand on présente des symptômes. Fait qu'on présente des symptômes, on porte un masque. L'usager présente des symptômes, on va lui demander de porter un masque. Éternuer dans le pli du coude, garder une distance de 2 mètres entre nous et les gens quand on est malade.
On va aussi souvent parler d'éternuer à l'opposé des gens avec qui on discute. Puis finalement, pratiquer l'hygiène des mains. C'est vraiment toutes des mesures qui sont mises en place pour vraiment contenir les sécrétions respiratoires à la source. Fait que c'est très, très, très important de les mettre si vous présentez des symptômes. Les précautions additionnelles maintenant. Précautions additionnelles, en fait, on va demander des mesures supplémentaires aux pratiques de base pour certains usagers. Donc, ça s'ajoute toujours aux pratiques de base. C'est additionnel, ce n'est pas au lieu de. C'est à mettre en place le plus tôt possible, selon le tableau clinique de l'usager ou selon l'étiologie probable ou confirmée de le pathogène qu'on pense qu'il aurait. Fait qu'un patient qui est en suspicion pour une influenza, les mesures doivent être mises en place immédiatement, pas attendre 2 heures plus tard. Puis c'est toujours fondé sur le mode de transmission qu'on dit connu ou présumé des micro-organismes. Fait que généralement, les modes de transmission pour lesquels on met des précautions additionnelles, on va parler des modes de transmission contact. Fait que directement avec la personne qui est porteuse ou en suspicion, ou indirect via les objets qu'on utilise pour elle, son environnement ou le matériel de soins. Parler de précautions gouttelettes, quand le pathogène peut se transmettre par des macro-gouttelettes qui vont être projetées soit par la parole ou par la toux jusqu'à environ 2 mètres. Et finalement, on va parler de précautions aériennes en cas de pathogènes qui, eux, vont être des micro-gouttelettes qui peuvent rester en suspension beaucoup plus longtemps dans l'air et s'en aller sur des distances beaucoup plus grandes. Généralement, toutes les affiches de précautions additionnelles ressemblent à celle-ci. On va toujours avoir les instructions pour les visiteurs, le titre, qui est tout le temps le mode de transmission, dans certains cas avec un qualificatif. Dans ce cas-ci, on a aérienne, contact renforcé, donc un pathogène qui se transmettrait de façon aérienne, plus de 2 mètres des micro-gouttelettes, et qui aurait aussi une composante contact direct-indirect. Les instructions à l'entrée, le type d'hygiène des mains qui est demandé, soit eau savon ou solution hydroalcoolique dans ce cas-ci. L'équipement de protection à mettre en place. Dans ce cas-ci, on parle de contact aérienne contact renforcé, parce qu'on doit mettre en plus des protections oculaires. Les instructions à la sortie, encore là avec le bon type d'hygiène des mains, et les particularités. On pourrait retrouver porte, fenêtre fermée en tout temps, pression négative. Ce qui est important de savoir, c'est que l'ordre est important. Donc, on doit mettre la jaquette, masque, ensuite les protections oculaires et finir les gants. Puis quand on ressort, le sens contraire. On enlève toujours ce qui est le plus contaminé en premier. Finalement, en conclusion, j'aimerais dire que votre jugement clinique, votre gros bon sens est très important pour la prévention et le contrôle des infections. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas avoir de dossier ou de cartable dans la chambre des usagers. C'est des risques de transmission qui sont importants, des risques aussi d'erreur pour ce qui est de l'hygiène des mains. On ne s'assoit pas sur les lits, les chaises, ou encore moins les chaises d'aisance des usagers. On essaie de désinfecter le matériel de soins entre chaque usager. Je donne encore l'exemple du stéthoscope, ça pourrait être le glucomètre, ça pourrait être la tige à soluté, la chaise d'aisance. Il faut que ça soit désinfecté, qu'il y ait des mesures de précaution additionnelles ou non. Ce qui est important aussi, si vous êtes malade, ne vous présentez pas. Pour une gastro-entérite, on peut être contagieux jusqu'à 48 heures après le dernier symptôme. Pour ce qui est de l'influenza, on est contagieux à partir jusqu'à 5 jours après le début des symptômes. Puis si vous êtes en stage pendant la période grippale, n'oubliez pas que la vaccination est offerte, puis en fait est fortement recommandée. Et j'aimerais vous dire qu'on doit se laver les mains. Je vous rappelle les 4 moments rapidement. Moment 1, avant de toucher le patient ou son environnement. Moment 2, avant une intervention aseptique. Moment 3, après un risque de contact avec un liquide biologique. Moment 4, après un contact avec le patient dans son environnement. Et on se rappelle que les gants ne remplacent jamais l'hygiène des mains. On doit se laver les mains avant et après. Merci. Maintenant, j'inviterai ma collègue, Mme Julie Racicot, chef du département de pharmacie, à vous faire une courte présentation sur les particularités en lien avec le circuit du médicament à l'IUCPQ Université Laval. Bonjour, je suis Julie Racicot, chef du département de pharmacie. Concernant la politique d'émission et d'exécution des ordonnances, voici les grandes lignes à bien connaître, notamment la durée de validité des ordonnances. Les ordonnances sont d'emblée valides pour toute la durée de l'hospitalisation jusqu'à concurrence de 365 jours. À quelques exceptions près, les antibiotiques oraux, la durée de traitement doit être précisée sur l'ordonnance, sinon on inscrit une validité de 7 jours par défaut. La warfarine est represcrite à chaque jour, sauf si la date du prochain INR est clairement indiquée sur l'ordonnance avec la warfarine. Et les ordonnances téléphoniques et verbales doivent vraiment être réservées aux situations urgentes seulement.
Pour ce qui est de la rédaction de l'ordonnance, les résidents en médecine et les fellows également doivent inscrire le nom du médecin, du patron qui les supervise à côté de leur signature sur l'ordonnance en tout temps. Les externes doivent toujours être contresignés par un patron, un résident ou un fellow. Ce qu'il doit absolument avoir sur l'ordonnance avant que vous nous l'envoyiez à la pharmacie, il doit avoir la date. Idéalement, on demande au prescripteur de toujours inscrire l'heure. L'ordonnance doit être lisible et complète et le prescripteur doit être identifié. Sinon, on ne pourra pas traiter facilement l'ordonnance. Les ordonnances des consultants, ils vont souvent ajouter la mention « si médecin traitant d'accord » ou, exemple, « infectio suggère ». Ceci n'est pas valide comme ordonnance au sein de l'établissement. Même si vous nous l'envoyez, on ne la traitera pas. On va attendre d'avoir l'accord du médecin traitant, donc la contre-signature du médecin traitant ou l'ordonnance verbale du médecin traitant qui est d'accord avec cette ordonnance-là et à ce moment-là, on va la traiter. Il ne faut pas modifier une ordonnance qui a été déjà numérisée à la pharmacie parce qu'on a une preuve légale de ce qu'elle était, l'ordonnance. Donc, s'il y a une modification à faire, il faut rajouter les informations à la suite et non assurer des données qui avaient déjà été inscrites et traitées par la pharmacie. L'auto-administration est possible dans l'hôpital pour les patients. Par contre, elle doit être prescrite par le médecin et elle doit être supervisée par l'infirmière. À chaque dose due, l'infirmière doit valider si le patient a pris sa dose et doit l'inscrire sur la FADM en inscrivant AA à côté pour auto-administration. Donc, l'infirmière supervise l'auto-administration des usagers. Pour ce qui est du bilan comparatif des médicaments et des ordonnances qu'on fait au point de transition, lorsque le patient est admis, lorsque le patient transfère des soins intensifs à l'étage ou lorsque le patient est en départ, quitte, on a un certain processus pour la réconciliation de la médication. Donc, à l'urgence, pour tous les usagers, on imprime la liste de médicaments à partir du DSQ. C'est ce que la commis fait et cette liste-là, elle est déposée au dossier. Les commis demandent également pour tous les patients à l'urgence un profil à la pharmacie d'officine du patient. Et quand le profil arrive, il est aussi déposé au dossier du patient. Pour les patients qui passent la nuit à l'urgence ou qui sont éventuellement admis, on va permettre aux médecins de rédiger l'ordonnance sur le profil provenant du DSQ. Donc, c'est à partir de ce document-là qu'ils vont écrire l'ordonnance et on va la traiter à la pharmacie. Lorsque les patients sont admis à l'étage, ce n'est pas requis de faire un sommaire à l'admission. Si l'urgentologue a déjà tout represcrit les médicaments du domicile, le professionnel, le consultant qui admet le patient n'a pas à retranscrire encore tous les médicaments. Tout ce qui était valide à partir du moment où le patient était à l'urgence demeure valide là, après l'admission du patient. Donc, il n'y a rien dans l'établissement qui dit que les prescriptions, quand ce n'est pas represcrit à l'admission, que c'est nécessairement cessé. Tout reste valide. Donc, les sommaires à l'admission ne sont pas nécessaires. Pour ce qui est des usagers admis, il y a un bilan comparatif des médicaments qui est effectué par la pharmacie. Donc, à partir du profil de la pharmacie d'officine, on réalise l'informatisation de tous ces médicaments-là dans notre logiciel. Ce qui fait ensuite qu'on va être capable de générer un document à tous les jours qui va être imprimé en même temps que la FADM de l'infirmière. Ce document-là, qui est le profil médecin, va contenir non seulement les médicaments qu'il reçoit à l'hôpital présentement, mais également tous les médicaments qu'il prenait à domicile. Donc, ça assure au médecin de toujours assurer le suivi et reprendre tranquillement les médicaments de la maison qui auraient pu être oubliés en cours d'hospitalisation et qui n'auraient pas été represcrits. Quand les patients vont arriver, on a un certain questionnaire à faire pour la médication qu'ils prennent. Oui, on prend le profil de la pharmacie d'officine, mais l'infirmière a un rôle à jouer dans la collecte d'informations. Donc, sur le formulaire de collecte initiale, il y a 3 questions que l'infirmière doit poser au patient. Est-ce que vous prenez un médicament de vente libre? Si oui, il y a une ligne pour écrire lequel, idéalement la posologie. Est-ce que vous prenez un produit naturel? Et est-ce que vous faites partie d'un projet de recherche pour lequel vous prenez un médicament? Ces informations-là sont inscrites sur la feuille de collecte et ensuite versées également au e-plan. Les médecins, quant à eux, ont la responsabilité de questionner le coumadin et l'insuline. Donc, un patient qui prend un coumadin et insuline, c'est au médecin de questionner comme il faut les vraies doses que le patient prend à domicile pour represcrire les bonnes doses. Les pharmaciens, quant à eux, vont aller questionner les patients un peu plus si on voit certains éléments, certains critères de vulnérabilité qu'on a identifiés, s'il y a des divergences importantes dans la médication au moment où on crée le bilan comparatif des médicaments. Et sur demande de l'infirmière ou du médecin, un patient confus, inobservant, la médication à domicile, la prise en charge semble être un problème, en tout temps, on peut demander le pharmacien en consultation qui va aller faire un questionnaire un peu plus étoffé auprès du patient. Vous avez un exemple du document à quoi ça ressemble, le bilan comparatif des médicaments. C'est le document qu'on imprime à tous les soirs au dossier du patient, en même temps que la FADM. Donc, il y en a 2 produits, un pour l'infirmière, un plus pour l'équipe médicale. Donc, celui-là sert à l'équipe médicale. Vous avez tous les médicaments actifs au dossier. Fait que vous avez ici la partie du haut du document agrandie.
Donc, le médecin s'en sert pour prescrire finalement. Quand le patient transfère des soins intensifs à l'étage, on leur demande de faire un sommaire de la médication, donc de se positionner sur l'ensemble de la médication. Ils prennent ce formulaire-là. Quand le patient quitte, c'est la même chose. Ils prennent ce formulaire-là pour prescrire, mais ils doivent ajouter des quantités et des renouvellements pour que l'ordonnance soit valide en externe. Au début du formulaire, c'est les ordonnances actives à l'hôpital. C'est celles que le patient reçoit actuellement. S'il y avait la même chose à domicile, c'est écrit au bout, prix idem à l'admission. Si ce n'est pas écrit, c'est uniquement à l'hôpital qui reçoit ce médicament-là. Vous allez parfois voir la mention « cesser represcrire » sur le profil et de même que sur la FADM. Ça, c'est les médicaments qui viennent à échéance, comme la warfarine. Comme après 7 jours d'antibiotiques orales, la mention « cesser represcrire » apparaît. Et là, c'est important qu'il y ait une nouvelle prescription absolument si on veut poursuivre le traitement, sinon ça va disparaître du dossier le lendemain. Et pour terminer, dans le formulaire, il y a la section des ordonnances inactives à l'hôpital. Ça, c'est des ordonnances, les médicaments que le patient prenait à domicile, mais qui n'ont pas été represcrits à l'admission. Donc, le médecin, au moment où le patient transfère et tout, doit se positionner sur ces médicaments-là pour dire « il y avait ça à la maison, je suis au courant, est-ce qu'on les poursuit ou pas? » Donc, ça clarifie un peu le statut de chaque médicament. Et il y a une section pour ajouter des nouvelles ordonnances aussi s'il y avait lieu. Donc, comme je vous disais, on réalise beaucoup le bilan comparatif. C'est fait pour l'ensemble des patients hospitalisés ici chez nous. Ce document-là est produit dans les 48 heures suivant l'admission. Quand le patient transfère d'un autre hôpital, on peut rédiger les prescriptions sur 3 outils. Quand il y a un bilan comparatif des médicaments de l'autre hôpital, on peut s'en servir pour faire la prescription dessus. Un profil pharmacologique d'un autre hôpital ou à la limite même la FADM du jour de l'autre hôpital peut être utilisé pour rédiger l'ordonnance. Pour que ça devienne une ordonnance d'admission en bonne et due forme, il faut mettre une étiquette code-barre spécifique sur chaque document, que ce puisse être archivé adéquatement comme ordonnance d'admission, ainsi que l'étampe « Ceci est une ordonnance ». Et maintenant, ça devient une ordonnance d'admission. Donc ça, c'est valide pour les patients qui transfèrent d'un autre établissement. On prend l'outil du jour qui était valide dans l'autre établissement. Le médecin peut prescrire sur ce document-là. Pour ce qui est des narcotiques et des substances contrôlées, on a une autre politique en vigueur. Ici, les règles sont assez strictes au niveau des narcotiques. Donc, plusieurs médicaments sont disponibles dans le cabinet automatisé, dont même les perfusions, les sacs de soluté de fentanyl et de Versed sur certaines unités sont disponibles dans le cabinet. Donc, pour les prendre, il doit toujours y avoir une deuxième infirmière qui doit s'identifier au cabinet pour autoriser la sortie du narcotique ou de la substance contrôlée. Donc, la destruction des narcotiques doit également être enregistrée au cabinet en procédant à un rebut en présence d'une autre infirmière. Fait qu'idéalement, on peut faire la sortie et le rebut au même moment avec 2 infirmières. Les écarts de narcotiques dans les cabinets apparaissent et doivent absolument être résolus par l'infirmière avant qu'elle quitte son corps de travail. Les AIC sur les unités de soins, à chaque changement de chiffre, s'assurent également que tous les écarts sont résolus. Mais c'est la responsabilité propre à chaque infirmière de régler les écarts s'il y en a de créer. Quand il y a des narcotiques dans une armoire barrée à narcotiques, ça prend aussi la signature d'une deuxième infirmière ou d'un deuxième professionnel autorisé sur le registre de distribution. Et il faut s'assurer que s'il y a une fraction du narcotique ou de la substance contrôlée qui a été prise, que l'autre partie soit jetée et la personne autorise en même temps la destruction. Donc, toujours 2 personnes pour le prendre et on signe ensemble qu'il y aura une destruction. Pour ce qui est du congé temporaire, transfert, départ, comment gérer les narcotiques, les substances contrôlées, tout est écrit en détail dans la politique DSP 013, la politique relative à la gestion des narcotiques et des substances contrôlées. Donc, vous pouvez vous y référer en tout temps. Il y a une procédure également pour la gestion des médicaments apportés par les usagers. On ne souhaite pas conserver dans l'établissement les médicaments propres aux patients. Donc, le plus possible, on remet la médication à la famille. Si c'est impossible, on conserve les médicaments des patients dans un sac ambré scellé disponible dans les triacs sur les unités de soins avec les effets personnels de l'usager. Nous avons une politique pour les médicaments dangereux et 12-13 procédures qui encadrent chaque étape du circuit du médicament dangereux. Vous n'avez pas à lire tout ça, mais sachez les éléments clés pour pouvoir vous débrouiller. Sur les unités de soins, sur Intranet, il y a un tableau qui est disponible qui dit quelle protection individuelle est requise quand on manipule ou on administre les médicaments dangereux. Tout médicament qui est distribué par la pharmacie, sur la FADM également, sur l'étiquette du médicament, c'est inscrit dangerosité niveau 1, 2 ou 3. Donc, s'il y a une dangerosité, un niveau de dangerosité d'inscrit sur la FADM ou sur l'étiquette, vous devez vous référer à ce tableau-là
pour voir ce que vous pouvez faire ou non à l'étage et si vous devez mettre des gants, une blouse pour manipuler ou administrer le médicament. Donc, je vous réfère en tout temps à ce tableau-là pour d'abord vous protéger. On établit une liste au sein de l'établissement de tous les médicaments de niveau de risque 1, 2 ou 3, selon la dangerosité, finalement. Vous n'avez pas à le connaître par cœur. Sachez que chaque médicament, comme je vous disais, est identifié sur l'étiquette ou la FADM par la pharmacie. Pour ce qui est des sources d'information, en terminant, vous en avez beaucoup pour travailler ici. Vous avez l'intranet. Donc, sur Intranet, il y a une mine d'or d'informations pour vous. Il y a un portail soins infirmiers. Dans le portail soins infirmiers, vous avez une section pharmacie. À partir de là, vous avez des tableaux d'administration intraveineuse des médicaments. Vous avez tous les nouveaux médicaments. On fait une fiche résumée à ce niveau-là. Vous avez une foule d'informations. Les médicaments qui peuvent être coupés, écrasés. Plusieurs documents sont mis à votre disposition. Il y a également RX Vigilance dans l'onglet Clinique qui est disponible ou via Intranet dans Outils cliniques. Ça, je vous encourage grandement à vous y référer. Tous les médicaments sont là. C'est rapide, c'est facile de trouver les informations pour chacun des médicaments. Et on produit le guide d'administration intraveineuse des médicaments critiques ici à l'hôpital. Donc, chaque médicament critique intraveineux, il y a une recette propre à l'hôpital et il y a une surveillance associée pour l'infirmière, qu'elle sache quoi surveiller, quand surveiller. Ce guide-là est intégré au logiciel RX Vigilance. Donc, si par exemple, vous cherchez le médicament dopamine, vous allez avoir l'information du logiciel, mais vous allez avoir aussi accès à la fiche du guide des médicaments critiques de l'EUCPQ qui décrit entièrement l'administration de la dopamine ici à l'hôpital avec nos propres recettes. Dans l'icône clinique, sur tous les postes informatiques, vous avez également accès au CPS électronique. Personnellement, RX Vigilance, selon moi, est plus facilement consultable que le CPS électronique. Le manuel de pharmacothérapie parentérale d'Ottawa, vraiment bien pour tous les médicaments intraveineux. Donc, si vous ne savez pas comment administrer un médicament intraveineux, tout est inscrit dans ce guide-là, comment l'administrer. On a aussi les informations au cabinet, aussi quand vous prenez le médicament, sur la façon de l'administrer. Et le logiciel RX Vigilance, comme je vous parlais, là, qui, selon moi, est une très bonne source d'information pour vous aider. Merci beaucoup. Voici maintenant quelques renseignements plus généraux qui peuvent vous être utiles en cours de stage. Voici les codes de couleur qui sont associés aux mesures d'urgence. Quand il y a une annonce par la voie des airs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une procédure d'urgence qui est en cours. Si jamais ça se passe sur votre unité, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez juste vous tasser, vous êtes en stage, mais sachez qu'il y a des cartables sur les unités de soins qui décrivent toutes les procédures à faire quand il se passe des choses comme ça. Si vous êtes témoin d'un événement, vous devez aviser la téléphoniste le plus rapidement possible en composant le 5555, puis en mentionnant le code de couleur, le secteur ou le département, le pavillon, l'étage, puis la chambre ou le local où vous vous situez. Par exemple, code bleu C5, pavillon central, 5e étage, chambre 5170A. Suivant cet appel, l'équipe du code bleu sera alors appelée par la téléphoniste. Vous devez débuter les manœuvres de réanimation au besoin en attendant l'équipe de code. En ce qui concerne la gestion des déchets, de nouveaux contenants pour l'entreposage des déchets ont été installés sur les unités de soins en cours d'année. Soyez vigilants lorsque vous disposez des déchets courants, pharmaceutiques, piquants, tranchants ou cytotoxiques. Vous trouverez ce tableau aide-mémoire sur toutes les unités de soins. La bibliothèque, en tant que stagiaire, vous avez accès en tout temps à la bibliothèque de l'hôpital. Elle se situe au pavillon Y, au 2e étage, au Y2244. On y retrouve à peu près toute la documentation qu'on peut retrouver à l'université. Les bibliothécaires sont très gentilles et elles sont toujours prêtes à nous aider. Le visionnement de chirurgie au bloc opératoire, c'est une activité, dans le fond, que vous pouvez assister à une chirurgie en direct via une salle de visionnement. Toutefois, pour vous inscrire, il faut téléphoner préalablement au poste 4870. Ça se fait selon un horaire qui est établi par le bloc opératoire. Vous devez absolument être stagiaire là, dans un secteur de chirurgie pour pouvoir participer. Bien, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un très bon stage. À la fin de votre stage, n'oubliez pas de remplir le sondage dans la page intranet de l'enseignement.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir. J'espère de vous voir bientôt dans nos milieux. Bye bye! Afin de compléter votre préparation en vue de votre passage à l'Institut, assurez-vous d'avoir lu notre guide préparatoire en vue d'un stage. Une multitude d'informations importantes s'y retrouvent et donc, vous avez l'obligation d'en prendre connaissance dans son entièreté avant votre arrivée, en espérant que votre stage sera à la hauteur de vos attentes.